Combattre efficacement l'inflation. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons discuter des différentes manières de combattre efficacement l'inflation au sein du système capitaliste. Bon visionnement. Puisque l'inflation est dans les prix, c'est sur les prix et non ailleurs qu'il convient d'agir. Est-ce que cela veut dire qu'il faut fixer les prix par décret du gouvernement? Non, pas du tout. Les prix sont affaire des producteurs, des intermédiaires, des marchands. Le producteur, par exemple, doit inscrire dans le prix des produits qu'il livre aux grossistes tous ses frais de production, la dépréciation de son outillage y comprise, plus son profit, qui est aussi légitime pour lui que le salaire l'est pour l'employé. De même pour le grossiste, de même pour le détaillant. Les prix sont affaire de comptabilité, et nul n'est plus compétent pour les établir que ceux qui assument les frais de production, de manutention, de transport, de vente. Alors, comment baisser les prix? Comment le faire sans nuire à ceux qui doivent récupérer leurs frais de production avec un profit légitime? Cette question a été étudiée et une proposition concrète offerte par l'Écossais C.H. Douglas, fondateur de l'école créditiste. Douglas abordait le problème en ingénieur qu'il était, concevant les moyens en fonction des fins et non pas en esclave de formules désuètes, avérées inefficaces. Il y a déjà un peu plus de 100 ans de cela. Si sa proposition avait été adoptée alors, on n'aurait pas eu à déplorer la grande crise des années 30, ni l'inflation croissante d'aujourd'hui, ni bien d'autres non-sens économiques dont les effets ont causé et causent des maux incalculables. En quoi donc consiste cette proposition du crédit social ou démocratie économique? Elle consiste à établir deux prix. Le prix comptable par les méthodes courantes, le prix escompté et compensé, l'acheteur ne payant que le second. L'introduction d'un double prix n'est pas une innovation. Tout le monde est déjà familier avec la pratique d'un double étiquetage. Par exemple, prix régulier 80 $, prix spécial pour cette vente 64 $. Le prix régulier 80 $, c'est le prix comptable. Le prix spécial 64 $, c'est le prix escompté. L'escompte, le rabais, est ici de 16 $, soit 20 % du prix comptable. Dans ce cas, c'est évidemment le marchand qui fait les frais de l'escompte. Il le fait pour stimuler la vente de produits dont l'écoulement languit. Son profit sera moindre, peut-être minime, mais mieux que rien. Il peut aussi avoir pris des arrangements avec le grossiste ou avec le producteur pour un partage de ce sacrifice de profit. De toute façon, il y a dans ce cas particulier une véritable déflation du prix à payer par l'acheteur, une déflation de 20 %. Eh bien, la méthode proposée par le Crédit social utilise elle aussi le double prix, mais avec ce perfectionnement que l'escompte serait généralisé, qu'il porterait sur tous les produits, serait au même pourcentage pour tous et serait compensé au vendeur. Autrement dit, le vendeur toucherait son prix comptable, mais l'acheteur ne paierait que le prix escompté. Cet escompte général, appelé par les créditistes escompte national compensé, pourrait varier d'un terme à l'autre selon la situation de l'économie, mais il s'appliquerait à tous les comptoirs de détail indistinctement. La question qui se pose est: par qui et comment l'escompte sera-t-il compensé au vendeur si le vendeur doit toucher son plein prix? Par un organisme monétaire approprié. Disons tout de suite que la désignation du taux de l'escompte et la compensation au vendeur seraient faits par un organisme monétaire établi par le gouvernement, mais indépendant du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, déduisant mathématiquement le taux de l'escompte des statistiques périodiques de la production et de la consommation, donc sans la moindre ingérence politique ni influence d'intérêts privés. Ce serait quelque chose comme l'organisme judiciaire où les juges sont nommés par le gouvernement, mais rendent leur jugement d'après des lois qu'ils n'ont pas faites et sur la preuve de faits dont ils ne sont point les auteurs.
Cet organisme monétaire pourrait être une adaptation fonctionnelle de la Banque du Canada, ou être une fonction des banques à charte, agissant dans ce cas comme des agences de la société, ou tout autre appareil approprié à cette fin. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.